Alors, on va commencer cette présentation. Elle va donc, je vous le disais, elle va se présenter en 2 temps. Une présentation du baromètre Hemming en Centre Val de Loire, présenté par madame Deladille, d'environ une petite demi-heure, avec ensuite une question-réponse d'environ 5-10 minutes en fonction finalement des échanges que nous aurons, et puis une présentation AG2R La Mondiale, un petit peu institutionnelle, et puis ensuite des focus sur un outil spécifique qu'on a appelé Présence, et également des solutions d'accompagnement de qualité de vie au travail que nous efforçons de présenter auprès des structures que l'on assure ou qui en ont besoin. Cette présentation, donc, elle est conjointe. C'est une déclinaison régionale d'une action qui était nationale et qui est récurrente, puisque Hemming nous accompagne dans la déclinaison de ce baromètre, et on s'associe en fait à leur démarche. C'est une structure qui est là pour le développement, et je parle sous le contrôle de madame Deladille, puisque je ne suis pas salarié Hemming, mais qui est dans le développement finalement de la performance d'entreprise. Qui agit sur quelques domaines d'optimisation, d'innovation, de finances et de taxes, d'opérations et de ressources humaines. Et là, pour le coup, on est avec un groupe qui, 300 collaborateurs, je crois, dans mon idée. Et puis, il nous accompagne finalement pour mettre des chiffres en fait derrière une notion qui est liée à l'absentéisme, et de comprendre un peu quelles sont leurs évolutions. Et on a trouvé ça très intéressant de pouvoir donner une couleur régionale en fait aux chiffres auxquels ils ont accès et qu'ils analysent durant toute l'année et sur plusieurs années successives. Je vais laisser la parole à Marie-Sophie. Je présenterai le groupe AG2R La Mondiale que vous connaissez par ailleurs, mais je reviendrai sur cette présentation. Pour ma part, je suis directeur expertise sur la région. Je suis en charge des grands comptes, le courtage et d'autres choses encore. Je vous en parlerai après la présentation de madame Deladille. Voilà. Allez, c'est parti. Si vous voulez commencer, Marie-Sophie, c'est parti. Alors, Marie-Sophie, êtes-vous là? Vous m'entendez? Alors, je vous avais complètement perdu, mais ça y est, je vous ai retrouvé. D'accord. Eh ben, non, mais je m'en suis douté. L'image, c'est légèrement figé. Il n'y a pas de souci. On connaît tous ça. Vous voyez le support. Je pense Tout à être sur fait. la bonne page de. Voilà, Oui, je vous encourage à me dire quand passer très bien. la slide derrière pour bien se coordonner. C'est parti. On vous Pas de écoute. souci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Marie-Sophie Deladille, évidemment, je fais partie du groupe Hemming et je suis particulièrement en charge des activités qui se regroupent derrière le pôle qualité de vie au travail, dont la prévention de l'absentéisme, qui est le sujet du jour, et de l'engagement, fait partie. Alors, au niveau de l'étude qui a été menée donc en partenariat avec AG2R La Mondiale, elle a été structurée en deux parties. Une approche tout d'abord quantitative qui a été réalisée donc, auprès d'entreprises du secteur privé et avec un peu plus de 5 millions de salariés. Et puis également, puisque c'est toujours intéressant sur la base d'une objectivation chiffrée, d'avoir une approche qualitative. Donc avec l'aide du cabinet Kantar, TNS, on a réalisé donc cette étude auprès de 1000 salariés, également du secteur privé, pour aborder des questions plus en lien avec la santé et l'engagement collaborateur. Alors tout d'abord, ça ne doit plus être nouveau au niveau de ces chiffres, parce qu'effectivement, le baromètre national historiquement est communiqué sur le mois de septembre. Mais on a pu de toute façon voir une augmentation importante entre l'année 2019 et l'année 2020. On est sur une hausse de 24% et qui nous amène à un taux d'absentéisme moyen de 6,87%. Versus 5,54 sur l'année 2019. On verra ensuite quelques déclinaisons justement par secteur pour voir s'il y a quand même des différences selon les secteurs d'activité. Ça représente quand même un peu plus de 25% de jours d'absence
par salarié, donc c'est vraiment pas négligeable, c'est quasiment 1 mois d'absence moyen. Et pareil, on verra en fonction justement des typologies d'absence et puis surtout des durées d'absence, les différences. Alors cette hausse, elle est due à la fois en fait à la durée qui s'est allongée, mais également au nombre de salariés qui se sont absentés sur cette même période. Si on fait un focus sur justement la région Centre-Val de Loire, on est, comme vous pouvez le voir, sur exactement les mêmes tendances que le national, avec un taux légèrement inférieur au national et qui représente 6,77 et qui, en équivalent à peu près 24 jours. Ce qui est à noter quand même, c'est qu'il y a eu une augmentation importante quand même entre l'année 2019 et l'année 2020, puisqu'elle représente 30%, donc quand même au-delà des 24% si on fait le comparatif avec le national. Par rapport, justement, alors cette diapo permet de situer donc la région par rapport aux autres, régions. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est une des régions effectivement qui présente un taux d'absentéisme le plus bas, après, celui de l'Île-de-France. Mais voilà, ce qui est à noter, c'est surtout, l'évolution et c'est toujours ce qu'on dit, hein, au niveau des entreprises. Le taux, le chiffre en lui-même est bien évidemment important, mais ce qui est important à regarder, c'est toutes les évolutions que vous pouvez, observer sur les 2-3 années, écoulées, et c'est vraiment les tendances qui sont importantes à voir. Donc là, en l'occurrence, si on ne regarde que le chiffre brut, on pourrait effectivement voir que, on est, effectivement au-deçà de la moyenne nationale. En revanche, on observe une hausse qui est quand même plus importante puisque, comme je disais, c'était de 30% versus 24% au niveau national. Un nouvel indicateur qui nous a paru intéressant à calculer et à partager cette année, c'est le pourcentage des salariés absents, au moins une fois dans l'année. Donc une personne qui s'est absentée, quelle que soit la durée, au moins une fois sur cette année 2020. Au niveau national, ça représente 41% des salariés qui se sont absentés au moins une fois. Pour le Centre-Val de Loire, on est effectivement un petit peu au-dessus. Mais ce qui est intéressant à partager, c'est le fait que si on regarde en fait ce même taux sur l'année 2019, il n'était que de 35% versus 41%, 43% si on ne Mmh. s'intéresse qu'à la région Centre-Val de Loire. Mmh. Alors, ce qui est important également à noter, c'est que cette hausse, en fait, se répercute exclusivement sur le motif maladie, puisque dans le taux d'absentéisme calculé, les motifs qui sont pris en compte, c'est le motif maladie, maladie ordinaire, accident du travail, maladie professionnelle, accident du trajet. Et donc là, cette hausse s'observe uniquement sur le motif maladie ordinaire. Si on fait, justement ce comparatif par rapport à la région, vous voyez que la région, Centre-Val de Loire se situe, vraiment, dans la moyenne, hein, de ce qu'on peut retrouver. Il y a quelques régions qui sont en deçà. Alors l'Île-de-France, c'est aussi par rapport à une question de masse, hein. Il y a beaucoup plus, d'effectifs effectivement sur cette région que sur les autres, donc c'est davantage lissé. Et puis il y a une dynamique, également, au niveau activité, professionnelle qui est forte. Mais sinon, si on compare sur les autres régions, ça reste effectivement sur une moyenne. Un indicateur également, qui nous a interpellés, qui nous a été, enfin, qui nous a paru intéressant en tout cas à questionner, c'est celui-ci. Donc 25% des salariés donc que l'on a interrogés, lors de notre étude, ont déclaré s'être absentés en raison de la covid. Alors pour bien évidemment différents motifs, hein, parce que les personnes étaient, eux-mêmes bien évidemment, avaient contracté la maladie, mais également par rapport à tous les dispositifs qui avaient été mis en place par, le gouvernement. Que ce soit en tant que personne contact, voilà, personne à risque, garde d'enfants, qui effectivement a également amené des arrêts de travail et ça représentait 25% justement sur cette année-là. Alors c'est vrai que les tendances, il y a des tendances qui bien évidemment, sont similaires aux années antérieures, puis il y a quelques, spécificités qui ont été amenées par la crise, mais que l'on peut toujours retrouver, quand même sur cette année pour accompagner beaucoup d'entreprises et de directions, de ressources humaines. On est, globalement dans les mêmes tendances que ce qu'on peut observer sur l'année 2020 pour l'année de 2021. L'étude, hein, du baromètre est en cours actuellement, donc les chiffres ne sont pas, en tout
cas officiellement communiquées. Mais voilà, on observe en tout cas par rapport aux accompagnements qu'on peut mener des tendances qui sont similaires et que je vais justement vous partager. Donc au-delà de l'augmentation de 24%, au niveau national pour tout motif, toute absence, confondue, ce qu'on a également pu observer, c'est une forte, augmentation, pour les durées qui se situent entre 4 et 30 jours. Alors, il y a des choses qui s'expliquent puisque très souvent, c'est la durée, lorsqu'on s'arrêtait en tout cas pour des raisons en lien avec, la covid, on était globalement sur cette durée d'absence, entre 4 et 30 jours, mais ça représente quand même plus de 40% d'évolution. Il faut également noter que les arrêts, donc les longues maladies au-delà de 90 jours, augmentent également. Alors, n'augmentent pas particulièrement par rapport au nombre, mais en revanche augmentent par rapport à sa durée. Donc la durée est encore plus longue, que ce qu'on pouvait observer par exemple sur l'année, 2019. Si on fait Vous pouvez passer la diapo suivante. Si on fait justement ce même exercice par rapport à la région, Centre-Val de Loire, on est sur les mêmes tendances, comme vous pouvez observer, donc les 8-30 jours, on est à peu près pareil sur une augmentation de peu plus de 40%. Les 31-90 jours sont également en forte augmentation, un petit peu plus qu'au niveau national, mais sinon voilà, il n'y a pas de spécificité particulière, par rapport à la région Centre-Val de Loire, versus le national. Alors un point qui est important à regarder, également et c'est ce que vous faites, au niveau des entreprises, également de regarder par rapport aux catégories d'âge, parce que les tendances ne sont pas forcément les mêmes en fonction bien évidemment de sa pyramide des âges, de son activité, et puis de la typologie, tout simplement des entreprises. Ce qu'on observe, c'est vraiment une augmentation forte, sur la tranche d'âge des 31-40 ans. Alors je reviendrai sur cette tranche d'âge-là, puisqu'il y a eu d'autres, impacts et qui se répercutent assez fortement aujourd'hui, pour les directions RH, pour les entreprises de façon générale par rapport au mouvement, de personnel qu'il peut y avoir et cette tranche d'âge est particulièrement, concernée. Vous pouvez passer également sur la diapo suivante. Ce qui est important à regarder maintenant, c'est par rapport à la crise. Alors, on ne va pas du tout focaliser là-dessus, mais ça a permis en tout cas d'avoir certains éléments, déclencheurs. Et globalement, ce qu'on a pu et ce qu'on peut encore observer, c'est que, la crise n'a pas forcément amené une explosion en fait de l'absentéisme dans des entreprises où effectivement, un terreau favorable n'était pas présent. Par contre, ça a fortement accentué. Ça a vraiment plutôt eu un effet exponentiel, justement de ces situations, que l'on peut qualifier de dégradées ou en tout cas, il y a eu une augmentation beaucoup plus importante et un effet beaucoup plus important de l'absentéisme, que ce soit, lié, au taux, mais à d'autres indicateurs RH également, comme le turnover, la difficulté de recrutement, que ce soit par rapport à du personnel intérimaire ou personnel en CDD et CDI. Donc c'est plutôt ce phénomène-là qu'on a observé. Si on fait un focus sur les secteurs d'activité, alors sans grande surprise, on retrouve le secteur de la santé au niveau national en tout cas, qui est le secteur le plus qui a été en tout cas le plus touché. Alors c'était déjà le cas antérieurement, depuis plusieurs années, le secteur de la santé était déjà un secteur fortement touché par l'absentéisme, mais pour les raisons qu'on connaît, ça a aussi été le cas bien évidemment, même s'il y a eu une mobilisation très forte de ce secteur, pour justement, accompagner cette crise. Ça a été, aussi, par ricochet bien évidemment, un absentéisme, important. On retrouve ensuite les services, qui sont, également, concernés, alors que ça peut être aussi bien tout ce qui va être en lien avec, les aides à domicile, les infirmiers à domicile, tout ce qui va être en lien avec les services de façon, plus générale, où effectivement là aussi on observe une hausse, importante. Si on regarde par rapport à la région, il y a quand même une différence entre le national puisque le service finalement le secteur pardon qui représente, un absentéisme plus élevé est justement le secteur
des services de façon cumulée. Par contre, le secteur de la santé, comme vous pouvez le voir, on est passé de 5,84 à 7,88. Donc, l'augmentation est forte sur ce secteur-là. Il est à peu près de 35%. Et puis, l'industrie, on pourrait penser que le secteur de l'industrie et du BTP est en deçà. Alors oui, au niveau du chiffre, encore une fois, mais par contre, c'est le secteur qui a observé l'augmentation la plus importante, puisqu'on est sur une augmentation d'à peu près 40% entre l'année 2019 et l'année 2020. Donc, ce qui n'est pas du tout négligeable hein, par rapport aux impacts qu'il peut y avoir justement dans les organisations par rapport à cette augmentation justement de cet absentéisme dans ce secteur. Pour vous ramener au nombre de jours, puisque c'est quand même parlant hein, pour toute organisation, pour les entreprises, le nombre de jours que ça représente par absence, enfin, par personne effectivement absente et par secteur. Donc le secteur des services, c'est à peu près 30 jours, hein, donc on est sur quelque chose d'assez important. Le secteur de l'industrie est globalement à la moyenne de ce que l'on peut observer au niveau national, et puis le secteur de la santé qui effectivement frôle presque les 30 jours d'arrêt par an. Donc on voit toutes les complexités derrière pour effectivement continuer l'activité, hein, tout simplement. C'est aussi une fatigue cumulée, supplémentaire pour les personnes qui restent effectivement présentes dans la structure pour justement faire cette continuité d'activité et continuer à produire. Il y a des secteurs qui sont très fortement sollicités, hein, ils l'ont été en 2020, mais ils le sont aussi beaucoup aujourd'hui. On parle de la santé, mais il y a aussi dans de l'industrie beaucoup, voilà, une demande très forte et une reprise d'activité importante qui fait que il y a cette difficulté entre les personnes finalement, le management des personnes qui restent présentes dans la structure, ceux qui sont absents, et puis on sait toute la difficulté de garder le lien et de faciliter le retour à l'emploi des collaborateurs qui s'absentent, surtout s'ils s'absentent sur une longue période. Alors, on retrouve cette même accélération hein, qu'on disait hein, tout à l'heure sur 24-25%, on retrouve cette même accélération entre justement l'absentéisme des hommes et l'absentéisme des femmes. Elles sont 45% à s'être absentées hein, contre 37% des hommes sur cette période. Alors ça peut s'expliquer par différentes raisons, hein. Il y a différents facteurs qui expliquent cela. Ça peut être lié au rapport par rapport à la situation professionnelle. Les femmes ont souvent, enfin, peuvent en tout cas avoir des situations professionnelles plus précaires, plus de temps partiel ou de contrats à durée déterminée, des emplois parfois moins qualifiés qui amènent justement à alors pas qu'il y a un absentéisme plus important de ces raisons-là, mais si on prend le lien par rapport à la Covid et on va dire les situations personnelles et familiales, c'est pas plus souvent la femme qui a été absente sur cette période-là pour ces raisons que l'homme. Donc, il y a une augmentation beaucoup plus importante à ce niveau-là. On retrouve également cette fracture entre les personnels, vous pouvez passer, Marc, sur la slide suivante, entre les personnels cadres et non cadres. Hein. Donc, on est sur, donc, il y a une augmentation, hein, ce qui est quand même à noter que l'on soit effectivement sur une population cadre ou une population non cadre. Par contre, la population non cadre est plus bien évidemment, a un taux d'absentéisme beaucoup plus fort et ça représente 44% des salariés qui sont absentés versus 29% pour les cadres. Alors, le taux d'absentéisme est un indicateur qui est important, encore une fois, pas que, hein, beaucoup d'autres indicateurs RH que vous suivez en parallèle sont importants justement à rapprocher. Hein, on parlait du turnover, on parlait de la confirmation de période d'essai, ça peut être d'autres indicateurs également que vous pouvez suivre, bien évidemment tout ce qui est en lien avec les actions du travail, les maladies professionnelles. Mais au-delà de ces indicateurs, c'est important aussi de pouvoir questionner et regarder les éléments en lien avec l'engagement collaborateur. Très souvent, on fait le lien entre absentisme, engagement, absentisme, désengagement finalement, qui amène l'un, qui amène l'autre. Et donc, dans le cadre de l'étude, on a peu mesuré justement l'impact de la crise, à la fois sur la santé des collaborateurs, mais également sur leur engagement. On va parcourir dans les diapos suivantes. Donc, ce chiffre, 20%, c'est 20% des salariés interrogés qui expriment une dégradation de leur santé physique. Alors, c'est vrai que la période a généré une intensification
parfois justement de cette charge de travail, des évolutions d'organisation qui a pu entraîner donc de la fatigue supplémentaire, le cumul entre la vie personnelle, la vie professionnelle, donc vraiment pas mal de changements qui ont amené justement à une augmentation de la dégradation de la santé physique. Le secteur de la santé est le secteur le plus impacté, mais encore une fois, sans surprise par rapport à la période. 35%, c'est vraiment un chiffre qui nous a interpellés quand même, puisque 35% des salariés ont déclaré une dégradation pardon, de leur santé psychologique. Ça représente un salarié sur 3. Alors en lien, encore une fois dans l'expression, c'est en lien avec, le stress généré donc par cette période bien évidemment, mais ce qui est, surtout important, et qui reste, encore présent aujourd'hui dans les entreprises, dans les organisations, c'est la perte, ce sentiment de perte de lien social, plus le café du lundi matin ou la réunion d'équipe ou le point hebdo qu'on pouvait avoir, avec les collègues, le repas à la cantine qui se faisait de façon, beaucoup plus, isolée, hein, justement par rapport au respect des gestes barrières et qui a perduré aussi un long moment sur l'année et quasiment tout le temps sur l'année 2021. Voilà, donc dans les entreprises, c'est vrai que les confinements, les gestes barrières ont mis à mal vraiment ces moments collectifs. Et le secteur le plus touché, encore une fois, c'est le secteur de la santé avec 39% et celui qui est effectivement le moins touché, celui de l'industrie et du BTP avec 32%. Alors c'est important, on dit toujours donc c'est vrai que c'est important, hein, de suivre bien évidemment, l'ensemble de ces indicateurs, et c'est important d'être vigilant aux personnes qui sont, en situation d'absence, car cela peut être en fait annonciateur d'une situation de difficulté, de malaise au sein, de son poste ou de son entreprise. Et c'est vrai que les salariés absents sont, 40% à déclarer justement une baisse de leur engagement versus 26% de façon plus globale si on interroge des collaborateurs qui ont été absents et des collaborateurs qui ne l'ont pas été. Ils ne sont que 21% pour les salariés non absents par exemple. Alors plusieurs, non vous pouvez laisser ouais. En fait plusieurs éléments expliquent cela. Donc, on observe notamment ces impacts en lien avec, comme on le disait, hein, des éléments et des facteurs de désengagement et ce désengagement s'explique en tout cas la première raison qui est mise en avant par les collaborateurs, c'est le manque de reconnaissance. C'est pas une nouveauté, vous allez me dire, parce que c'est quelque chose qui apparaît, effectivement, assez régulièrement, en tout cas dans les enquêtes que vous pouvez les études que vous pouvez mener, soit des enquêtes nationales, soit au niveau de vos organisations. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent sur ce manque de reconnaissance, mais c'est vrai que la période, comme on le disait, a sollicité beaucoup les entreprises, beaucoup les salariés. Ça a nécessité une adaptation, aux changements importants, changement de rythme de travail, de conditions de travail, l'articulation des temps, les rythmes, le regard entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle, les périodes de chômage, bref, beaucoup de cessation d'activité parfois, donc beaucoup de changements. Et c'est vrai que les salariés ont ce sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts, comme les entreprises bien évidemment, mais pour certains considèrent ne pas avoir le retour sur l'investissement par rapport aux efforts qui ont été perçus. La deuxième raison qui est évoquée, le plus souvent, c'est l'incertitude sur l'avenir, alors qui peut se présenter à 2 niveaux, puisque c'est à la fois par rapport à son emploi et puis, également par rapport à l'incertitude sur la période de crise. Encore une fois, des activités, enfin certains secteurs, hein, ont été fortement touchés par une baisse d'activité, voire complètement un arrêt total de l'activité. Réduction, si on prend du chiffre d'affaires, par exemple sur les activités de commerce, hein, qui ont été fortement impactées aussi sur la période par rapport à cela, même si aujourd'hui il y a un gros coup de boost. En tout cas, sur cette période, c'était fortement impacté. Il y a eu ralentissement de la production, qui peut encore aussi perdurer par rapport à un manque de matériaux, manque de matières premières. En tout cas, tous ces éléments-là qui ne permettent pas en fait de se projeter, en tout cas qui amènent une difficulté pour l'entreprise bien sûr, mais surtout les collaborateurs à se projeter sur l'avenir, et finalement, ne pas avoir de regard sur la fin de la crise puisqu'il y a un début, mais on n'avait pas ce sentiment qu'il y avait une fin et d'ailleurs on est toujours quand même dedans avec aujourd'hui bien évidemment ça se matérialise de façon très différente, mais en tout cas les impacts peuvent être toujours présents et notamment sur ce côté incertitude, manque de reconnaissance et un autre point qui est très, très aujourd'hui présent, c'est la perte de sens.
par rapport au travail que l'on peut exercer, par exemple. La période a vraiment amené justement ce questionnement sur le rapport au travail. Finalement, quelle est l'utilité du travail que je réalise au quotidien? Quel sens je souhaite donner à ma vie professionnelle versus ma vie personnelle? Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on parlait aussi d'activités essentielles, non essentielles. Donc c'est des choses qui ont, effectivement amené les salariés à faire un temps d'arrêt puisqu'ils ont notamment, pour certaines activités, ce temps de pouvoir, se questionner par rapport à tout ça et voir si finalement l'activité qu'ils exerçaient aujourd'hui, c'était vraiment l'activité qu'ils souhaitaient ou au contraire s'ils souhaitaient, une orientation. Donc il y a vraiment eu un impact, fort, hein, par rapport à ça et un des indicateurs, justement, vous pouvez passer Marc sur la slide suivante, un des indicateurs qui nous a vraiment interpellés, c'est celui-ci, 45% des salariés qui souhaitent à ce jour changer de poste ou d'entreprise. Donc on le voit, hein, aujourd'hui avec beaucoup de mouvements, grosses difficultés pour certains secteurs à recruter. Il faut effectivement se renouveler, beaucoup plus que ça pouvait être le cas. Actuellement, on parle beaucoup effectivement dans la restauration de nouvelles organisations, de travailler en 4 jours, au lieu effectivement de 6 autrefois, avec des journées plus grandes, mais permettant d'avoir, justement, des temps de week-end ou en tout cas, des jours permettant, d'être avec, sa famille ou d'avoir des activités, par ailleurs, juste pour donner cet exemple-là. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très présent et là où je voulais revenir par rapport aux catégories d'âge, c'est ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que les salariés qui sont dans la tranche d'âge des 30-40 ans, et avec 10 ans d'ancienneté, donc c'est-à-dire ont un bagage, déjà, professionnel et puis déjà une première vie professionnelle à leur actif, ont ce souhait justement le plus fort de changement et ça touche aussi bien la catégorie cadre que la catégorie, non cadre. Le secteur aujourd'hui, hein, le plus représenté, hein, par rapport à l'étude qui a été menée, a été le secteur du commerce, hein, qui souhaite justement, changer, d'orientation. À contrario, même si on sait que c'est un secteur qui est encore très difficile, en termes de recrutement, c'est le secteur de la santé qui est effectivement le secteur, qui est le moins, touché, en tout cas par rapport à cette volonté de changement d'entreprise ou de structure. Alors c'est vrai que les évolutions, on a aussi, regarder, s'il y avait enfin, si les modalités de travail avaient eu un impact, sur justement l'absentéisme de façon plus globale et surtout l'engagement. Et on l'a regardé à 2 niveaux, à la fois sur le temps de travail, donc le temps de travail vous pouvez passer, sur la slide suivante. Le temps donc 49 des salariés donc ont vu leur temps de travail qui a évolué, 29 à la hausse, 20 à la baisse. Encore une fois, le secteur de la santé est le secteur effectivement le plus concerné par cette hausse. Le secteur du commerce a été le secteur, le moins, enfin celui où effectivement il y a eu une baisse d'activité la plus importante. Et la deuxième modalité que l'on a regardée a été le lieu de travail. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, sur cette période, du télétravail, voilà, mais il faut quand même noter que la majorité des collaborateurs en France ont continué leur activité et pour 70 l'activité a été faite en présentiel, même pour des activités qui étaient, télétravaillables. Donc c'est important effectivement à regarder cette dimension-là, et surtout ce qu'on a, regardé, c'est que, ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est que les salariés qui ont vu leur temps de travail augmenter ont déclaré globalement une plus forte dégradation de leur santé physique. À contrario, les salariés qui ont vu leur temps de travail diminuer ont déclaré une plus forte dégradation de leur santé psychologique. Donc, encore une fois, ce qui est mis, principalement en avant et ce que l'on peut voir, c'est la perte de lien, avec, un collectif de travail, avec son entreprise, un détachement progressif à la structure, et notamment sur les activités où il y a pu avoir vraiment un arrêt, de plusieurs mois parfois, sans vraiment de continuité de lien en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu pour l'entreprise reste encore, celui-ci puisqu'on peut encore même si aujourd'hui on est bien évidemment dans quelque chose de plus, régulier, hein, au niveau de la présence, sur site, où on va dire les organisations en télétravail ou en organisation hybride se sont, structurées pardon, progressivement. Il y a quand même encore et on l'entend encore beaucoup, hein, les difficultés pour les entreprises, les managers à, recréer justement ces temps-là.
Alors oui, comme on le disait tout à l'heure, hein, les situations se dégradées sont les plus, enfin, je veux dire des situations, qui étaient déjà présentes avec un terreau favorable ont effectivement été, accélérées et on a pu voir des situations, plus dégradées mais il y a aussi des attentes des collaborateurs par rapport justement à cet accompagnement-là et si on prend le lien avec la santé physique ou la santé psychologique, les collaborateurs ont effectivement, des attentes, fortes par rapport à cela. Et notamment sur, comme on pouvait l'avoir, il y a quelques mois encore, hein, il y a, sur les premiers confinements, les entreprises, les assureurs, même l'État avaient mis en place des dispositifs de soutien, d'écoute, d'entraide pour les collaborateurs, pour tous salariés, même pour les étudiants. Aujourd'hui, le challenge pour les entreprises et pour tous les salariés est bien autre. Aujourd'hui, en fait, les attentes, se situent autour de recréer un collectif, de remettre du lien social, et puis d'être clairement, aligné avec sa structure, cette volonté effectivement de refaire, en tout cas, de revivre, de redynamiser un collectif de travail. Et ces 3 attentes, vous pouvez passer, Marc. Les 3 attentes, justement, sont celles-ci, donc comme on disait, recréer du lien, renforcer l'esprit d'équipe et développer le soutien managérial. Alors ce troisième point est vraiment important parce qu'on a pu observer que dans les structures où il y avait eu justement ce maintien d'activité, on parlait de la santé, on parlait ça peut être également le cas dans l'industrie, où il n'y a pas vraiment eu de rupture, peu de rupture avec, son organisation ou avec son équipe, avec un manager qui était, présent, va dire que les impacts, hein, par rapport à la santé, psychologique des collaborateurs a été vraiment, bien moindre. En revanche, bah, sur les autres, organisations ou lorsqu'effectivement l'entreprise ou le management était moins présent, dans l'accompagnement, en tout cas de façon individuelle et collective, ça s'est vraiment, ressenti. Donc c'est vrai que l'enjeu est vraiment sur cette dimension-là et l'entreprise, nous exprime en tout cas beaucoup, hein, le fait que ces temps d'échange, en tout cas, ces temps, remettre justement ces temps de dialogue en sein de la structure. Beaucoup, hein, d'entreprises ont mis en place justement cet échange sur les difficultés qui avaient pu être rencontrées, qu'elles soient de titre individuel ou collectif par rapport à cette période. Elle a été faite souvent sur l'année 2021. Il est très important de pouvoir à un moment donné reboucler aussi, puisque finalement on a toujours continué un petit peu cette crise a toujours été un petit peu là et même si on n'en parle pas vraiment, ça impacte quand même, ça a impacté toujours les organisations par rapport à ces changements un coup télétravail, un coup pas télétravail, les organisations hybrides qu'on a pu mettre en place, la modalité, la modulation des activités par manque de matières premières ou par nécessité de réorganiser les rythmes de travail, par manque de personnel parfois, font que ça a un impact, même si c'est pas la Covid en tant que telle. Et c'est ça qui est important à aussi, repartager, parce que, ça peut amener aussi à certaines solutions qui peuvent être prises et qui tournent souvent autour de la charge de travail, la charge ou la sous-charge, hein, d'ailleurs, les difficultés, rencontrées, la mise en place d'actions, le fait de remettre des réunions d'équipe parfois ou de mettre tout simplement, puisque ces collectifs ne sont pas toujours présents, hein, dans les organisations. Ces temps de convivialité, même à distance, ont pu être possibles. C'est important à perdurer et autant que possible, lorsque le présentiel le permet, de pouvoir le refaire. Ce sont des évidences, mais qui sont importantes aujourd'hui à pouvoir vraiment les matérialiser. Et en tout cas, il y a une attente forte des collaborateurs sur à la fois ce renforcement de l'esprit d'équipe et sur le soutien managérial qui a été très sollicité, qui est toujours très sollicité, notamment sur le management de proximité, mais qui a besoin d'être accompagné dans sa posture managériale de façon plus globale. Et si on prend un exemple par rapport à l'absentéisme, il y a toute cette dimension de maintien du lien pendant l'absence, de retour du collaborateur après absence, dont le manager de proximité a un rôle extrêmement majeur, bien évidemment avec les ressources humaines et la direction de façon plus globale. Mais il est important, pour accompagner beaucoup de managers sur ces questions-là, il est important de les accompagner à savoir appréhender ce type de situation, à savoir partager avec le collaborateur comment ouvrir justement ce dialogue sans rentrer, puisque c'est toujours les craintes, sans rentrer dans ce côté vie personnelle, hein, ou on va dire sur les dimensions médicales, sur lesquelles effectivement on n'a pas besoin particulièrement de rentrer. Et c'est pas l'objectif en tout cas de ces échanges pour le manager, mais c'est important de pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse être à l'aise avec ces situations.
Il y a des solutions, bien évidemment. On a parlé des facteurs de désengagement tout à l'heure, qui étaient exprimés, comme le manque de reconnaissance, l'incertitude face à l'avenir et la perte de sens. Il y a bien évidemment, et heureusement, des leviers d'action par rapport à des facteurs d'engagement qui sont exprimés. Et on l'a vu tout à l'heure, la reconnaissance était un facteur de désengagement qui est exprimé, le manque de reconnaissance en tout cas. La reconnaissance, à contrario, est un facteur d'engagement important. Reconnaître l'investissement, savoir dire merci, féliciter, soutenir. Vous pouvez passer, Marc, le slide suivant. Féliciter, soutenir le travail au quotidien, ne pas laisser, par exemple, le salarié sans réponse. Parfois, on n'a pas des réponses à tout, mais c'est important de pouvoir revenir avec ne serait-ce que cette réponse-là. Donc ça, c'est quelque chose qui encore une fois, n'est pas nouveau, puisque c'est un élément qui apparaît beaucoup. Mais en tout cas, cette reconnaissance dans le travail, et d'autant plus lorsque on a une activité qui est un peu plus en distanciel, avec moins justement de proximité avec son management ou avec son équipe, on va dire que cette attente est décuplée, et il y a nécessité vraiment d'avoir cet accompagnement au quotidien. Alors, quand on dit quotidien, c'est pas forcément jour à jour, mais en tout cas par rapport à l'activité en tant que telle qui est réalisée, et reconnaître justement les efforts et pas exclusivement les résultats. Un autre levier qui est tout aussi important, qui est un vrai facteur de motivation, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. Alors, ça a pris un peu plus d'ampleur bien évidemment depuis 2 ans, parce que la crise a amené justement les entreprises à s'adapter, à être très très agiles tout de suite, et par on va dire, voie de conséquence, bien évidemment, l'ensemble des salariés. Donc cette flexibilité, adaptabilité a été fortement demandée. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les salariés ont cette attente que cette flexibilité, cette adaptabilité soit maintenue dans le temps. Alors bien évidemment par rapport au télétravail, mais on va dire que la majorité des collaborateurs, les activités ne sont pas télétravaillables, donc la flexibilité et l'adaptabilité au travail n'est pas que pour, on va dire, ce type d'organisation. C'est aussi par rapport à des facilités avoir une possibilité de changer de planning lorsque le salarié en a besoin de façon exceptionnelle pour raison médicale ou personnelle autre, pouvoir effectivement également avoir plus de facilité par rapport à des prises de congés, en tout cas une régulation des prises de congés au sein d'une équipe. Ça peut passer par beaucoup d'éléments différents, et ça c'est vraiment d'une organisation à une autre que ça va se jouer, mais en tout cas cette notion de flexibilité et d'adaptabilité est vraiment un élément très important à intégrer, pour permettre en tout cas pour projeter le fait qu'il y a un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et que l'entreprise permette justement de réaliser cela. Le troisième levier qui est pas anodin, c'est aussi l'environnement physique de travail, puisque la majorité du temps se passe au sein, en tout cas pour beaucoup d'activités, au sein de l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise, ou dans des entreprises clientes, si on est une entreprise extérieure. Et donc tout ce qui va être, bien évidemment, outils ergonomiques, les espaces adaptés, tout ce qui est espace on disait restauration, mais les espaces de pause, les vestiaires sont des éléments qui sont très importants aussi, bien évidemment, à regarder. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, notamment pour avoir ce respect des gestes barrières. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une attention forte, en tout cas pour cet environnement physique. On met un point d'attention par rapport aussi aux espaces de flex office. Il y a beaucoup et notamment sur les activités tertiaires, qui ont, la crise a amené aussi ce changement-là, en tout cas à accélérer ce changement, de basculer avec plus à la fois de travail à distance, mais aussi avec une organisation en flex office, donc plus de bureaux attitrés, mais d'avoir un plateau, par exemple, avec effectivement une possibilité de s'installer à tel ou tel poste. Ça s'accompagne également. Souvent, ces environnements-là sont très agréables visuellement, mais c'est important de pouvoir intégrer aussi la notion d'organisation du travail et le maintien justement de ce lien avec l'équipe. Voilà, voir, même si on ne se voit pas tous physiquement peut-être au même moment, mais en tout cas avoir une organisation permettant d'avoir aussi, lorsqu'on a ces moments de flex office, des temps de partage commun, et de pouvoir se voir tout simplement. Et le quatrième levier qu'on souhaitait vous partager, qui est extrêmement important et qui fait vraiment écho aujourd'hui, c'est le contenu de travail. Il faut quand même avoir en tête que principalement les salariés
vient au travail parce qu'on apprécie son travail, on vient pour, en tout cas, le contenu du travail. Et c'est vrai que par rapport à cela, donner ou redonner du sens, on disait tout à l'heure, par rapport au travail réalisé est important. De la responsabilité qui est apportée sur les différentes tâches, la diversité des missions, la polyvalence qui doit être accompagnée, qui a un avantage par rapport à son employabilité, mais qui parfois aussi renvoie à du changement. Donc, c'est comment on accompagne ce changement. C'est toute la notion de développement des compétences. Donc, on lien bien évidemment avec vos politiques et démarches GP aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le contenu du travail, hein, si je vous remets en parallèle hein, les 45% qu'on évoquait tout à l'heure, donc quasiment un salarié sur deux hein, qui souhaite aujourd'hui changer de situation professionnelle, c'est vraiment un levier qui doit effectivement être appréhendé. On connaît toutes les difficultés aujourd'hui dans bien de nombreux secteurs à recruter ou à maintenir, en tout cas pendant la période d'essai, les collaborateurs. Donc, on sait qu'il y a vraiment un enjeu sur ce contenu du travail et des évolutions, en tout cas, possibles par rapport souvent, le contenu est associé au rythme, notamment, je pense à la production, mais pas que, ou le rythme de travail lorsqu'on est posté. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de difficultés à recruter des salariés dans ce type de configuration, par exemple. Donc, c'est vrai que ça nécessite, en tout cas, de revoir vraiment toute cette dimension pour avoir, on va dire, un contenu de travail qui soit attractif et de la qualité de vie au travail, bien évidemment, est un élément important à intégrer justement dans cette projection par rapport à sa nouvelle activité, ou en tout cas son développement d'activité au sein de sa structure. Voilà ce que nous souhaitions vous partager ce matin. Vous pouvez retrouver tous les chiffres, bien évidemment, dans l'étude complète que vous pourrez trouver sur le site d'Eming. Et puis, j'ai également mentionné mes coordonnées dans le chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires ou des projets à parcourir de votre côté. Marc, je vous donne la parole pour la suite. Merci déjà pour votre présentation, Marie-Sophie. C'était très clair, vivant, très détaillé. Merci beaucoup. Déjà, je voulais peut-être savoir, avez-vous, je vais libérer peut-être la parole puisque c'est un petit groupe. Vous avez peut-être des questions à poser. De ce fait, je vais activer les micros si j'y arrive. Toc. Normalement, c'est là. Hop. Voilà, j'ai ouvert les micros de chacun. Si vous voulez voilà, activer vos micros et poser quelques questions à Marie-Sophie, profitez de sa présence. N'hésitez pas. Et puis, si des questions vous venaient après cette présentation, ben, écoutez, vous prenez effectivement nos coordonnées et puis vous nous adresserez vos questionnements après. Y a-t-il là des interrogations ou des questions complémentaires des uns ou des autres? Dites-moi. N'hésitez pas. Bon. Bonjour. Ah, dites-moi. Bonjour. Alors, il y a marqué utilisateur inconnu, donc vous êtes l'invité mystère, donc je vous laisse vous présenter. Dites-nous. Pardon, je suis navrée. Non, ne vous excusez pas, c'est la technique. J'avais rentré mon nom. Émilie Toutain, je suis responsable ressources humaines dans une petite SS2I. Et j'avais juste une question par rapport à toutes ces données qui étaient très claires. Mais c'est qu'on entend souvent, aussi bien du côté des comités de direction que du côté des salariés, parler de la reconnaissance au travers de la rémunération. On n'a aucun aspect lié à la rémunération qui revient sur ces aspects de reconnaissance. Est-ce qu'ils n'ont pas été traités dans l'étude ou est-ce que ça ne correspond pas du tout à des souhaits, des tendances et des attentes des salariés? C'est-à-dire que tous ces aspects de reconnaissance, de flexibilité, d'adaptation, etc., priment sur les aspects de rémunération. Alors, en fait, dans la reconnaissance, on va retrouver aussi la reconnaissance financière, bien évidemment, mais alors, on avait fait une étude il y a 3-4 ans sur cette partie-là de façon plus complète. Ce qui ressortait, la rémunération financière n'était pas le premier élément qui a été exprimé. C'est vraiment la reconnaissance dans le quotidien de travail. Elle est importante, la reconnaissance financière, mais elle a un effet
court-termistes en règle générale. C'est-à-dire que ça devient vite un dû, perçu comme quelque chose qui est acquis, entre guillemets, par rapport à une reconnaissance financière. Donc la reconnaissance, elle est bien évidemment financière, mais vraiment pas que. Ce qui est important, c'est vraiment d'amener cette reconnaissance dans le quotidien de travail. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on assiste pas mal sur le management, alors bien évidemment l'entreprise, la façon dont elle impulse, qu'est-ce qu'elle attend de son management. Finalement, si on est sur des structures dont l'attente vis-à-vis des managers, c'est principalement du reporting par rapport à des chiffres, par rapport effectivement à une activité, et il ne faut pas se leurrer, on est c'est du business, hein, donc on est bien évidemment sur cette dimension-là, mais ça peut aussi se faire avec justement cette reconnaissance dans le quotidien par rapport au travail réalisé et les compréhensions finalement des difficultés rencontrées. Et c'est vraiment important, et l'attente des collaborateurs, elle est exprimée beaucoup sur cette dimension-là. Pour compléter par rapport à ce que certaines entreprises mettent en place, que ce soit dans des accords d'intéressement ou autre, une prime en lien justement avec l'absentéisme. Alors ça peut être en lien avec le taux, mais ça peut être aussi d'autres indicateurs qui sont identifiés. Les effets sont en règle générale à plutôt une efficacité la première année, mais s'estompe assez facilement parce que ça rentre dans quelque chose qui est en fait pas en lien avec son quotidien, mais finalement avec quelque chose qui est un événement ou plusieurs événements dans l'année, mais qui ne rapproche pas complètement avec l'activité. Donc ça a un effet qui est très court-termiste, entre guillemets. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre en place, mais il faut que ça puisse évoluer avec justement l'évolution de la structure. Très bien, merci pour cette... Merci. Et avez-vous d'autres questions à poser? Non, aucune? Bonjour, oui, j'ai une petite question, Nadine Van Hals d'Aman. Est-ce que cela aura un impact sur notre taux de cotisation? Action du travail maladie professionnelle, vous voulez dire? L'absentéisme, donc je pense qu'il y a des dossiers qui sont en recrudescence chez vous, donc est-ce qu'à un moment donné, on aura un impact? Est-ce que c'est en pourparlers? Est-ce que c'est pour 2022, 2023, je ne sais pas. Alors ça, je pense que c'est pour AG2R la question. Voilà, ouais. je Je vais prendre le point, sauf si vous voulez prendre à ma place. Non, je vous laisse la main. Non, mais c'est intéressant quand même. Non, mais bien sûr que c'est intéressant. Évidemment que, alors après, ça va dépendre de comment est organisée votre couverture et votre contrat. Mais évidemment, vous allez avoir, enfin, si la mesure en fait des arrêts de travail est assez faible, en fait, ça va concerner finalement tout ce qui est période de maintien de salaire et finalement, sauf si vous êtes contrassuré, mais ça reste une obligation d'employeur et donc ça va impacter ici votre absentéisme et pas je dirais, votre cotisation de contrat assurantiel. Ça dépend comment vous êtes couvert et des garanties que vous avez. Ça va dépendre également de savoir si le contrat que vous allez avoir pour couvrir vos arrêts de travail est plutôt lié en fait à une convention collective ou si c'est une construction libre liée en fait à un régime qui a été fondé dans l'entreprise. C'est-à-dire que si c'est là un pilotage, je dirais, de branche, c'est bien la commission de branche qui va statuer et donc il y a une analyse globale finalement des chiffres qui va s'opérer, ce qui veut dire que ça va lisser en plus votre risque, puisque effectivement là dans une branche où on va avoir peut-être d'un côté des entreprises à forte dégradation de risque et puis de l'autre côté d'autres moins impactées en fait par cette dégradation, on va arriver à lisser finalement les risques. Maintenant, en dehors de votre type de contrat et de la façon dont il va être géré, c'est soit en sur-mesure, soit conventionnellement, soit etc. comme ça, par un contrat standard. Il est évident qu'avec une forte, je dirais, un fort absentéisme, il va y avoir des provisions mathématiques que les assureurs sont en obligation de mettre dans leur compte. Et donc, forcément, si cet arrêt de travail n'est pas conjoncturel lié à la crise, mais commence à être structurel, évidemment, on va devoir arriver à certaines décisions pour venir rééquilibrer les contrats, évidemment. Maintenant, vous répondre, vous,
particulièrement sur votre contrat, et d'ailleurs, je crois le connaître puisque nous nous sommes croisés, Madame Van Hals. Ah, merci. Je commençais à avoir des doutes. Daman Frère a été suivi par un autre expert derrière, mais je me souviens, vous êtes toujours à Dreux, je crois. Et donc, voilà. Et donc, je me souviens de nos échanges. Donc, ça va, pour vous, en fait, dépend plutôt de la branche. Pour d'autres, effectivement, de résultats peut-être plus structurels sur leur contrat sur mesure, où là, on a vraiment une image pilotée uniquement sur l'entreprise en elle-même. Donc, ma réponse est un petit peu une réponse de Normand, non pas pour fuir évidemment la réponse, mais je pense quand même qu'il va y avoir sur le marché de manière globale une attention forte en fait des assureurs, évidemment, pour maintenir à l'équilibre les contrats, qu'ils soient gérés conventionnellement ou alors structurellement sur des groupes tels qu'assurés en sur-mesure. Je vous remercie. Je vous en prie. Puisque je reviens sur le principe, un arrêt de travail, c'est aussi une provision mathématique liée en fait à la durée de cet arrêt de travail, la provision mathématique liée à la possibilité de passer en invalidité et la provision mathématique de décéder suite en fait à ces arrêts. Donc toutes ces provisions mathématiques sont assez fortes et viennent forcément impacter les comptes des contrats de résultats, en tout cas les comptes des contrats mis en place. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Votre PowerPoint nous sera communiqué? On peut tout à fait vous communiquer effectivement ce support. Bon support, ouais, pour nos institutions, oui. C'est vrai que c'est un joli support et j'en ai même un autre à vous proposer qui est un petit zoom sur AG2R La Mondiale, parce que ici ou là vous connaissez notre groupe, mais également vous avez peut-être je dirais une méconnaissance de ce que nous sommes en capacité de faire. Donc je vous propose de passer quelques minutes pour venir sur les services qui sont quand même en lien, ce n'est pas une présentation institutionnelle, mais quand même en lien avec le présentéisme. Si vous voulez m'interrompre, vous pouvez tout à fait le faire, évidemment. Je vais essayer, comme c'est l'heure du déjeuner, de ne pas trop vous affamer et de ne pas trop m'appesantir sur certains slides, mais il me semblait quand même intéressant de revenir sur qui est AG2R La Mondiale, ce qu'elle propose sur le service aux grandes entreprises, par exemple, et puis ce qu'elle propose sur la totalité, finalement, des actifs retraités pour les accompagner sur des sujets qui ont été abordés en fait par Madame Deladille. On parlait de management, mais on va venir sur le care management, c'est comment j'accompagne mon salarié. Toutes les entreprises ne sont pas structurées comme ça, ils n'ont pas été formées comme ça. On propose des solutions pour venir les accompagner. Et ce que je me propose de faire, c'est de venir passer quelques slides là avec vous pour balayer ces solutions. Alors, on va revenir sur le groupe AG2R La Mondiale. Je vais essayer d'accélérer finalement pour éviter de finir trop tard, mais il semble intéressant quand même de revenir sur ce qu'est AG2R. Et avant, on avait l'objet d'une société, maintenant on a sa raison d'être, et c'est une expression très forte. Et pour le coup, je vous laisse la découvrir, mais je vais la lire. Alors généralement, il ne faut pas trop lire ces slides, mais là, pour le coup, je vais la lire. On est là pour permettre à chacun de mieux protéger sa vie et de ses proches, en fait. Et on va conjuguer notre responsabilité individuelle avec les solidarités professionnelles et intergénérationnelles, et pour contribuer à renforcer le vivre ensemble. C'est hyper important d'avoir cette raison d'être là en tête, parce qu'elle va fonder toutes les actions que je vais vous détailler juste après. C'est important en fait de comprendre sur quoi on agit, évidemment sur de la prévoyance qui sont des risques lourds, et c'est souvent en fait un risque à aborder en premier plus que la mutuelle. Je sais que la mutuelle c'est le quotidien, mais la prévoyance c'est vraiment un sujet de fond dont il faut se saisir sur les incapacités ou les invalidités ou les décès, sur les risques en fait à couvrir. Les frais de santé également, l'assurance vie, on intervient, et la retraite complémentaire évidemment et supplémentaire, dans le but finalement d'assurer, là pour le coup, une quinzaine de millions de personnes, un demi-million d'entreprises accompagnées, donc une entreprise sur 4, 110 branches professionnelles. Il y a
dans l'assistance quelqu'un qui est dans la direction des accords de branche et c'est un vrai pôle chez nous important. Et on sert une retraite sur 4 en France. Donc, faut bien comprendre que l'acteur que nous sommes est un acteur certes assurantiel, mais également avec une forte, je dirais une forte performance, puisque là vous voyez nos positionnements en termes de métier. Et ce qui est à retenir, c'est que au-delà de la performance et du grand groupe où on est en capacité d'accompagner tout le monde tout au long de sa vie sur tout un tas de sujets que j'ai détaillés avant, faut bien prendre en compte notre spécificité, c'est-à-dire que depuis à peu près 115 ans, on est un groupe mutualiste et paritaire. On associe en fait les salariés assurés en fait à nos décisions dans les différentes instances et de gouvernance. On fait en sorte de sécuriser les engagements. On fait en sorte de nous adapter en fait en permanence avec les besoins de nos assurés. Et c'est très important de conjuguer ce particularisme que nous sommes paritaristes et mutualistes, donc pas de dividendes à donner à des actionnaires, et la raison d'être que j'ai décrit plus avant. Un rapide focus sur les branches professionnelles, mais qui a vraiment son importance puisque 350 000 entreprises sont concernées. Tu as fini ton cadrage? Alors je vais peut-être couper juste le micro. Mais je comprends, Madame Vandal, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez là donc 4 pôles de convention alimentaire, coiffure, économie sociale et le travail temporaire. On a même créé en fait un laboratoire d'idées et d'échanges pour mêler en fait tous les représentants en fait des différents collèges employeurs ou salariés et puis nous dans chacune des spécificités donc de leur secteur pour travailler sur l'innovation en fait dans les branches. Et puis on va venir arriver à contribuer en fait à 3 choses, l'efficacité économique, l'efficacité sociale et puis la durabilité environnementale. Alors, comment en fait on agit sur l'efficacité économique, c'est que on va venir soutenir l'emploi, on va investir en fait dans l'économie des territoires, on va créer même des instances régionales pour venir contribuer finalement au développement des entreprises et faire en sorte que on puisse ainsi développer l'emploi et le produit intérieur brut régional, je dirais. Faire en sorte également de consacrer là dans l'équité sociale plusieurs millions d'euros à l'accompagnement individuel et collectif, soit des entreprises et des salariés et même des retraités, et puis faire en sorte que nos investissements évidemment soient socialement responsables dans les placements financiers que nous proposons. Donc, pour vous donner rapidement quelques chiffres de focus, c'est 14 000 collaborateurs, quasiment 900 administrateurs et délégués sur l'ensemble du territoire, avec un bassin d'emploi sur la région Centre-Touraine, qui est le 3e de France du groupe. Donc, on est clairement représenté et présent sur ce territoire de Centre-Val de Loire. Et après cette présentation un peu succincte, mais enfin, en tout cas vite abordée sur qui on est, ce que l'on fait, comment on est performant et quelle est notre raison d'être et notre objectif d'accompagner les personnes, on a fait en sorte d'essayer d'innover et de mieux accompagner les entreprises. Comment on le fait dans l'absentéisme? C'est une volonté de proposer à des entreprises d'importance une démarche qui s'appelle une démarche présence, et qui a la particularité en fait de venir mesurer par les flux DSN au-delà du contrat d'assurance la totalité en fait de la donnée absentéisme pour venir fournir en fait un état des lieux de l'absentéisme en fait dans la structure ou dans le groupe en fait que nous aurons périmétré pour venir prendre les données. En fait, on prend les données et puis ensuite on les organise, on vient vous les livrer, on les présente avec des tableaux de bord
ergonomiques et qui vont nous aider finalement à comprendre ce qui se passe en fait dans la structure et dans l'évolution en fait de la structure sur plusieurs années. Et puis on va venir focuser et analyser ce qui se passe dans la structure et se dire bah voilà, sur telle typologie de métier dans l'entreprise, on considère qu'il y a un sujet d'arrêt de travail qui est surprenant par rapport aux autres métiers. Est-ce que c'est normal? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On va venir donner donc un plan d'action co-construit avec l'entreprise. C'est vraiment une démarche, une itération qu'on fait ensemble. Et ensuite, on a un troisième plan qui va venir résoudre, ou en tout cas contribuer à résoudre ces problématiques, voire même les prévenir. Et on va mettre en place des actions concrètes avec des partenaires qu'on aura sélectionnés. C'est évidemment des flux DSN, mais qui sont tamisés avec, je dirais, la grille du RGPD qui s'impose à tous. Et donc, évidemment, dans les rapports que nous donnons, il y a une anonymisation totale des données des salariés, et on en prend la substantifique molle pour venir arriver à des illustrations voilà, de tableaux de bord que l'on peut proposer à nos clients et qui vont venir, par exemple, vous donner peut-être ici, je dirais, le taux d'absentéisme d'une certaine année que l'on va venir splitter en fonction de la démographie et puis même comparer, par exemple, avec la convention collective ou le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, ce qui vous permet en fait de vous étalonner et de dire voilà, je constate peut-être un risque d'arrêt de travail supérieur par rapport à la convention collective. Comment cela se fait-il que cette dégradation s'observe sur mon territoire ou mon périmètre? On va même aller à la maille de certains établissements, puisque le groupe peut très bien se porter, puis venir à la baille de certains établissements, voir que effectivement il y a peut-être un souci là-dessus et venir apporter peut-être une analyse et derrière une prise en compte de ces éléments pour venir avoir un plan d'action concret pour venir baisser cet absentéisme. Donc, au-delà de cela, une fois qu'on aura mis en place en fait des actions concrètes, on va pouvoir en fait faire en sorte que déjà, la première force d'une entreprise, c'est quand même son capital humain, quoi. On va venir préserver le capital santé des salariés. On va venir, peut-être même, si le cas échéant est concerné, à avoir un climat social amélioré. Et puis, on va venir, évidemment, puisque lorsqu'on allège un climat social et qu'on préserve la santé des salariés, on va évidemment avoir moins de dégradation de l'absentéisme et donc une efficience et donc une maîtrise des coûts qui va être plus importante en entreprise. Donc, de ce fait, cette démarche présence-là, elle nous tient à cœur, on le propose aux grandes entreprises. Je sais qu'il y a des développements ensuite qui pourront peut-être dans un tamis un peu moins précis, mais avoir déjà des étalonnages en fonction des conventions collectives. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez besoin, si ça vous intéresse, ou d'en parler autour de vous pour que dans votre réseau, il soit conscient que le groupe AG2R La Mondiale a une possibilité d'analyse assez fine finalement du risque d'absentéisme. Et au-delà de ça et au-delà des grandes entreprises, il y a également en fait une action globale que le groupe a auprès de ses assurés. Et je viens balayer les dernières slides, je vous le promets, sur le sujet, mais c'est important que vous ayez ça en tête. C'est qu'on a en fait dans notre tableau de bord et dans notre objectif de venir améliorer la performance et la qualité de vie au travail en venant faire un focus sur la santé, des risques professionnels, des sujets intergénérationnels ou générationnels, et puis l'équilibre dont a parlé Madame Delady sur l'équilibre de vie pro-perso, sur tout un tas de choses. Et donc, on va venir agir sur ces quatre sujets. Par exemple, on est caisse de retraite au départ, sachez qu'on a des interventions tout à fait possibles sur le management intergénérationnel, sur faire en sorte que des personnes puissent se préparer à la retraite bien en amont, donc dès 50 ans ou à 60 ans pour bien préparer sa retraite. On peut faire en sorte également de venir
agir sur la santé en proposant des interventions liées sur l'activité physique ou la prévention de sa santé par tout un tas de thèmes que l'on voit ici, l'alimentation, le sommeil, la mémoire, la connectivité, l'hyperconnectivité, etc. Donc ça, tout cela, en fait, sont des services qu'il faut avoir en tête parce que nous ne sommes pas que des assureurs, nous sommes là pour accompagner les entreprises et ses salariés dans le mieux-être et dans l'amélioration de la performance sur tous ces sujets. Quelques focus rapides sur la santé, par exemple. Un webinaire sur l'équilibre alimentaire, ça parle à tout le monde. On parlait de télétravail, on va aussi venir sur ces sujets parce que c'est aussi de la sédentarisation, c'est des problèmes d'alimentation, de grignotage, c'est du bien dormir, c'est l'hyperconnectivité, c'est tout un tas de sujets et on vient par des intervenants soit en psychologie, soit en diététique, venir sur des webinaires d'1 heure à 1h30 avec tout un tas de plafond de personnes pour que ce soit efficace, venir parler de ces sujets en entreprise ou alors en distanciel en fonction du format qu'on aura retenu pour sensibiliser finalement les structures les structures et les salariés de ces structures à mieux manger, mieux équilibrer son rythme de travail pour faire en sorte de faire baisser justement l'absentéisme et développer le mieux-être. On parlait du management. C'est vrai que les managers ont été bousculés en fait parce que les managers ils sont là au contact de leurs équipes et ils sont là tous les jours. Sauf que quand on a un éloignement dans le contexte actuel, les managers ont dû s'adapter et c'est vrai que tout le monde n'a pas eu la possibilité finalement d'avoir des bases spécifiques pour améliorer ses pratiques managériales et donc on peut proposer en fait une intervention sur le care management, à arriver à avoir des signaux faibles pour protéger les salariés, mieux les accompagner, faire en sorte, on parlait d'engagement, c'était exactement un webinaire qui a vocation aussi à maintenir et renforcer cet engagement des salariés par l'attention plus poussée et plus particulière qu'on peut avoir lorsqu'on est en télétravail, par exemple, ou en contexte de crise. Et puis, un accompagnement là beaucoup plus global qui vient regrouper plusieurs interventions qu'on avait sur une thématique d'aide aux aidants, puisque l'absentéisme, ce n'est pas que de la maladie, ce n'est pas que de l'accident de travail, ce n'est pas que du Covid, c'est également des salariés qui s'occupent de leurs aidants. Et donc, on va venir faire un accompagnement tant individuel que collectif pour orienter les salariés vers les bonnes plateformes, pour faire en sorte de dresser un bilan, de faire un plan d'action et de suivre ce plan d'action, et dans un accompagnement collectif via des webinaires, via des conseils, via des boîtes à outils pour les managers, pour faire en sorte qu'ils soient formés à la bonne vision et la bonne écoute finalement de leurs salariés. Voilà ce que je pouvais vous dire en 16 minutes sur ce que peut proposer, ce que proposait en fait AG2R La Mondiale et sur ce que nous sommes également en termes de raison d'être. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce que je viens d'aborder? Apparemment pas. Encore une fois, dans le flux, si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées et celles de Madame Delalille également, donc n'hésitez pas sur nos deux présentations à revenir vers nous après. Vous disposerez des présentations. Toujours pas de questions, c'est bon pour vous ou... C'est bon, c'était très clair. D'accord. Merci Madame Walst. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions particulières et si les représentants d'AG2R La Mondiale qui auraient peut-être une précision à apporter sur les présentations qui ont été faites ici, si personne n'a rajouté finalement de sujet, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Bah, écoutez, merci, très bon appétit, il est 12h15.